Bonjour, bienvenue pour ce nouveau numéro de retour sur l'actu, le nouveau contenu proposé par La Dépêche de Tahiti, sur son site internet et également sur la page YouTube de La Dépêche que je vous invite à aller liker immédiatement. Après un premier numéro, on a parlé justice avec le procureur de la République Hervé Leroy, on a parlé politique avec deux invités, Nicole Sanquer et Jean-Christophe Bouissou, des émissions que vous pouvez aller retrouver sur le site de La Dépêche de Tahiti. On va s'intéresser à l'économie avec notre invité aujourd'hui. Président du MEDEF en 2020, puis réélu pour 2 ans en mars 2022, le mouvement des entreprises de France, le MEDEF. Il est directeur général de CGLEC, rattaché au célèbre groupe Vinci. Notre invité, donc aujourd'hui, c'est Frédéric Doc. Bonjour Frédéric. Bonjour Yann, bonjour Damien. À mes côtés, pour ce rendez-vous de retour sur l'actu, Damien Grivois, le rédacteur en chef de La Dépêche de Tahiti. Bonjour Damien. On essaiera de faire le tour d'une actualité économique donc pour le pays, notamment avec la première question un peu chaude, le sujet d'actualité et la suppression de cette TVA sociale par le gouvernement de Mohamed Brozerson. C'était une promesse de campagne au niveau des entreprises. Ça peut paraître comme un soulagement pour la population en se disant que les prix vont baisser. On verra avec vous que ce ne sera pas forcément le cas. Cette suppression et cette taxe, on peut revenir même sur sa mise en place. Quel était l'avis du MEDEF sur cette TVA qui n'en est pas vraiment une et puis le fait de sa suppression, quels effets est-ce que cela va avoir? Est-ce que ce ne serait pas plus une promesse de campagne que quelque chose avec de réels effets économiques au Fénois? Cette TVA sociale, Frédéric Doc. Alors, vous l'avez dit, c'est une promesse de campagne. C'est une promesse de campagne de l'ensemble des partis, hein, il faut le rappeler. Certains la voyaient progressive, cette suppression, et d'autres immédiate. Donc, dans tous les cas, aujourd'hui, on se plie à la volonté politique et à partir du moment où l'engagement a été pris, il paraît normal qu'il soit tenu. Vous l'avez dit aussi, ce n'est pas une TVA. Ça a été une taxe sur le chiffre d'affaires. Ce qui est bien différent, puisque ce n'est pas les mêmes qui payent à l'arrivée. Et donc, le MEDEF, dès le départ, était pour une TVA. Pourquoi une TVA? D'abord, sur le principe et sur le fond, il faut le rappeler, c'est que souhaiter qu'une partie de la protection sociale généralisée repose sur autre chose que sa charge salariale, puisque aujourd'hui, les 2 tiers, voire plus, du financement de la santé et bien sûr de la retraite des salariés est basé sur les charges sociales, hein, c'est-à-dire l'ensemble quasiment du budget, on le dit, de la PSG. La TVA sociale avait pour but aussi de faire participer d'autres catégories de la population, de manière à ce que tout le monde contribue un petit peu à travers sa consommation au financement de cette protection sociale généralisée. Donc nous, on souhaitait une TVA déductible, ça a été écrit d'ailleurs dans notre livre blanc. Le gouvernement précédent en avait décidé différemment. C'est comme ça, aujourd'hui, le gouvernement a décidé de la supprimer. Est-ce qu'une TVA déductible aurait eu un effet inflationniste moindre? Alors, pas sur les mêmes produits. De notre point de vue, oui, puisqu'il y a des produits aujourd'hui qui ont cumulé, donc ces taxes sur le chiffre d'affaires ont été cumulées en fonction des chaînes d'approvisionnement. Donc, il y en a certains qui ont pris plus, il y en a certains qui ont pris moins. C'est difficile à évaluer, c'est pour ça que je le répète à chaque occasion. On a eu du mal à évaluer pour combien ça a contribué à l'inflation. On a du mal à évaluer aujourd'hui, quand on la supprime, si ça va la faire baisser dans les mêmes proportions. Ce que craint la population, c'est que ces augmentations donc, du fait de cette taxe ne soient pas forcément répercutées par les entreprises, alors qu'elle a été supprimée, que ce sera l'occasion pour les entreprises de conserver, de faire plus de marge. Qu'est-ce que vous en pensez? Je comprends les inquiétudes, parce que la réalité du consommateur, hein, c'est les prix qui ont augmenté, quoi. Alors ceux-là, ils sont liés à plusieurs phénomènes. Ils sont liés à l'inflation, qui, même si aujourd'hui est passée sous les 3%, enfin, sur les 4%, pardon. Elle est largement importée. Elle est largement importée. Et puis l'inflation, elle est passée par des seuils qui avoisinaient les 9% à un moment donné. Donc les prix ont concrètement augmenté, hein. Ça, c'est une réalité. Aujourd'hui, l'augmentation est ralentie. Parce que c'est une bonne nouvelle. En tout cas, elle est ralentie. Et le fait de supprimer une taxe ne suffira pas à compenser le solde de l'inflation qu'on a aujourd'hui. C'est-à-dire que le consommateur ne retrouve pas demain sur les étiquettes la suppression de cette CPS, ça paraît techniquement normal. Maintenant, politiquement, c'est sûr qu'il y a un challenge là-dessus, puisqu'encore une fois, il y a un engagement, il y a une volonté de travailler sur le pouvoir d'achat. Nous, ce qu'on dit, le pouvoir d'achat, il peut se traiter de différentes manières.
Et puis, il y a un besoin d'argent au niveau de la caisse de prévoyance sociale. Cette taxe avait quand même été mise en place pour sécuriser, on va dire, la protection sociale généralisée. En tout cas, elle était censée être affectée, tout à fait. Hein, donc, on parlait de 8 milliards en année pleine. Elle était affectée, elle servait effectivement à venir abonder. À l'époque, ce n'est pas la retraite, hein, c'était la maladie, et donc de venir compenser les quelques milliards de déficit structurel qu'on a aujourd'hui dans les comptes sociaux maladie, et qui vont en plus en augmentant, puisqu'on sait que tous les ans, on dépense plus d'année en année. Dans cette construction des prix, j'avais envie de vous raconter une petite histoire qu'on m'a racontée moi il y a quelques années. Vous êtes sur le territoire depuis 1986. On parle avec cette TVA sociale de l'inflation, du coût de la vie de manière plus générale en Polynésie. On m'a raconté une histoire moi il y a quelques années d'une entreprise qui vendait du bois de construction en Polynésie. Et puis qui s'est aperçu ensuite que c'était peut-être plus utile de le scier soi-même, ce bois. Donc, il y avait au Canada, je crois, monté sa scierie. Et puis ensuite, s'est aperçu que c'était peut-être mieux d'avoir son propre bois. Donc, a acheté un bout de forêt. Si bien qu'on se retrouve ici en Polynésie avec du bois qui arrive à un certain prix et un groupe, une entreprise qui a déjà margé une fois, deux fois, trois fois avec des sociétés qui sont déjà sa propre propriété. Ce qui rend le contrôle des prix et des marges ici, une fois à Tahiti, très délicat. Il y a eu plusieurs entités, j'ai envie de dire, des mouvements politiques, mais également l'autorité pour la concurrence qui a essayé de mettre fin à ces systèmes. On a évoqué récemment la possibilité de ne pas être à la fois vendeur et grossiste, ou vendeur et acheteur, importateur. Dans cette construction des prix, est-ce que vous comprenez ma petite histoire et que pense le MEDEF de ce genre de gros groupe qui maîtrise toutes les étapes de l'arrivée d'un produit? Ce qu'on appelle l'intégration verticale. Effectivement, c'est un sujet qui a été porté par la présidente de l'autorité de la concurrence, pour dire les choses comme elles sont. Je ne sais pas d'ailleurs si c'est son rôle ou pas. À mon avis, c'est quelque chose qui relève davantage au départ de l'analyse politique. Ceci dit, sur l'analyse économique, pour avoir un avis, on va dire, pertinent sur l'effet ou pas que ça a sur l'inflation, je rappelle qu'on est sur un tout petit terrain, et donc des fois on a besoin d'investisseurs qui s'occupent, on va dire, de tous les segments, parce que c'est comme ça que ça se passe. On voit d'ailleurs des groupes de grande distribution aujourd'hui qui ont développé l'agriculture et qui n'auraient jamais été développés s'ils n'avaient pas été là. Donc c'est quand même un exemple extraordinaire, en tout cas qu'il faut rappeler. Donc de dire que la suppression de l'intégration verticale règle tous les problèmes, mon sentiment, je le dis, mon sentiment, ce n'est pas le cas. Cependant, il y a des économistes en Polynésie, en plus qui sont spécialistes du droit de la concurrence. Je pense que c'est à eux d'apporter la réponse, c'est-à-dire il faut une approche scientifique du sujet. Il faut effectivement faire des études, ou en tout cas se reposer sur des études, et ensuite de décider si ça peut avoir un effet ou pas. Pour moi, c'est quelque chose qui fait davantage peur, évidemment aux politiques, parce qu'il se dit qu'est-ce qui se passe derrière tout ça, alors que c'est quand même des mécanismes, encore une fois, qui sont déjà aujourd'hui contrôlés par l'autorité de la concurrence, puisque quand il y a une position dominante, elle est déjà dénoncée par l'autorité de la concurrence. Donc si quelqu'un contrôlait l'ensemble du schéma, ça serait déjà, on n'aurait pas besoin de faire une nouvelle loi pour ça. On a une autorité qui fonctionne, en tout cas qui fonctionnait jusqu'à aujourd'hui. Donc faisons des analyses, que le politique en tire effectivement des conclusions et ensuite il modifie éventuellement la réglementation, mais il faut faire les choses dans l'ordre. Maintenant, avec la suppression de la taxe CPS, concrètement, on va avoir un trou de 8 milliards dans l'équilibre des comptes sociaux. Le président Brotherson a annoncé une piste qui serait de taxer via la CST, sauf erreur, les salaires supérieurs à 600 000 francs, sauf que le produit est pas du tout, le produit de la taxe n'est pas du tout similaire à celui de la TVA sociale, entre guillemets, puisque je crois qu'on est sur 1,5 milliard ou 2 milliards, là où on avait 8 milliards en année pleine que vous évoquiez. Qu'est-ce que vous pensez de cette piste évoquée par le chef de l'exécutif? J'espère que ça restera une piste, parce qu'en tout cas, c'est pas ça, une réforme de la fiscalité. Une réforme de la fiscalité qui consisterait à dire au moment des taxes qui sont déjà extrêmement importantes. Je rappelle que la CST aujourd'hui, sur les salaires, elle est supérieure à la CSG qu'on a en métropole. Donc, il y a quand même une question à se poser. Et surtout, d'évaluer l'impact d'une telle disposition. Alors, il y a le rendement, ce que vous venez de dire. Évidemment, le rendement, pour obtenir la même chose, il faudrait arriver à des pourcentages qui sont complètement aberrants. Mais surtout, c'est que ça va avoir un effet. Qu'est-ce qui va se passer? Le salarié qui va payer plus, il va se dire, à un moment donné, soit il va aller voir son employeur en disant « mais écoute, il faut que tu me compenses la perte, et donc il faut augmenter son salaire »,
Soit il va demander à son employeur, bah, écoute, ça serait mieux que je prenne une patente, hein, et qu'à ce moment-là, je sois soumis à moins de charges et à une CST qui est, a priori, beaucoup moins faible. Hein, parce qu'aujourd'hui, on est quand même sur des niveaux, bon, alors sur les salaires les plus élevés, qui approchent les 30%, quoi. Hein. Les petits n'y étant quasiment pas impactés, il faut le dire, et on trouve ça évidemment complètement normal. Donc, les effets d'une telle disposition, à mon avis, ne sont pas mesurés aujourd'hui. Ne sont pas mesurés, donc je ne peux pas imaginer, alors qu'on est en relation permanente avec le gouvernement, moi, ils ne m'ont proposé aucun texte, parce que si le texte il dit juste ce que vous venez de se dire, pour moi, c'est une catastrophe. C'est une catastrophe. Je le redis aussi plus globalement sur l'histoire de la fiscalité, il faut faire extrêmement attention. L'exemple est parfait de la CST, mais d'une manière générale, je rappelle qu'en Polynésie, on a un taux de prélèvement direct qui est quasiment de 40%. Alors, il va reculer un peu avec la suppression de la taxe CPS. Il augmenterait un peu avec une augmentation de la CST. En tout cas, 40%, c'est énorme. En France, c'est 46, 47%. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ici, alors qu'on ne paye rien de ce qui est régalien, je rappelle que l'État, c'est quasiment 200 milliards par an, c'est-à-dire c'est beaucoup plus que tout le budget du pays, de transferts globaux, hein, j'entends bien, sur le budget du pays. Quand l'État, c'est 200 milliards par an, si on devait payer les missions régaliennes, c'est-à-dire ce que fait l'État, il faudrait faire un taux de prélèvement qui est supérieur au revenu de la Polynésie. Donc ça n'a aucun sens, évidemment. Donc une réforme fiscale, elle se travaille. Moi, quand je discute aujourd'hui avec le gouvernement me répond que, premier axe, c'est compter sur la croissance économique, ce qui me paraît évidemment de parfait bon sens. Et là-dessus, on ne peut être qu'en phase. Mais surtout, quand on dit croissance économique, ce que j'attends aujourd'hui, c'est surtout qu'on m'explique comment on va travailler sur les 4 axes qui ont été annoncés par le président du pays, à savoir le développement touristique, à savoir la transition énergétique, à savoir l'économie numérique et à savoir l'autosuffisance agroalimentaire, entre autres. Est-ce que pour vous, cette démarche-là tient plus de la posture politique, un petit peu en mode Robin des Bois? On prend aux riches pour redonner aux pauvres, mais que ça n'est pas pertinent sur la dimension macroéconomique? En tout cas, sur le principe, et je sais que le président du pays, son cœur est à gauche, et j'allais dire aujourd'hui, on a tous un cœur à gauche, donc la solidarité me paraît essentielle. Ce que je dis, c'est qu'elle s'exerce déjà d'une certaine manière. On peut peut-être faire plus, mais tant que, le vrai problème, il est où? Tant qu'on a la moitié de la population qui aujourd'hui n'a pas de job, hein, puisque je rappelle que le taux d'emploi, il n'a pas bougé depuis qu'on discute, là, depuis des mois, voire des années. On est toujours à 53% de taux d'emploi, c'est-à-dire il y a un Polynésien en âge de travailler sur 2 qui n'a pas de job aujourd'hui. Donc tant qu'on n'aura pas réglé, ou en tout cas inversé cette tendance, on pourra toujours essayer de prendre aux riches pour donner aux pauvres. À mon oreille, il n'y a plus assez de riches, ou alors les riches sont vraiment riches, ils vont se tirer, et puis les pauvres, ils auront que les restes pour pouvoir se les distribuer. Donc de toute façon, ça ne peut pas être une politique. Ils ont dit croissance économique. Comment on fait la croissance économique et comment on crée de l'emploi? C'est ça le sujet. Et je crois que le MEDEF dénonce aussi un possible effet pervers vis-à-vis d'une augmentation de la taxation sur les très hauts salaires, c'est-à-dire que les gens changeraient littéralement de statut pour passer plutôt vers la patente. C'est ce que vous venez de dire. C'est ce que je viens de dire. C'est ce que je viens de dire, mais c'est flagrant. C'est flagrant. Ce qui est déjà un problème. Alors, ce qui est déjà dénoncé, et qui est déjà un problème. Et donc, s'il fait ça, non seulement il y aura moins de CST, mais sûrement il y aura moins de charges sociales. Et donc, la part aujourd'hui financée de la PSG par les charges sociales, elle va aussi diminuer. C'est pour ça que quand on a une idée, il faut absolument en évaluer les impacts. Et moi, je considère que l'augmentation de la CST, c'est une fausse bonne idée. Je l'ai dit le lendemain des élections, sur un plateau d'un de vos confrères, en présence du président du pays. Il n'était pas encore président à ce moment-là. Je dis que la CST est déjà à un niveau extrêmement important. Si demain, il fallait augmenter cette taxe, mais les autres aussi, parce que le sujet, il est le même, pour aller compenser les efforts qui n'auront pas été faits par ailleurs, puisque je rappelle quand même que dans le programme du gouvernement, il y a des efforts budgétaires qui ont été annoncés. Moi, je l'ai dit, c'était le lundi soir, le lendemain des élections, je dis on n'acceptera pas de payer plus des taxes si aujourd'hui certains gouffres, il faut le dire, ou en tout cas certaines dépenses du pays, et je pense entre autres à ces satellites, si les efforts ne sont pas faits de bonne gestion pour ne pas aller tirer sur les finances du pays, comme c'est le cas aujourd'hui, nous, on n'acceptera pas que les taxes soient augmentées. C'est trop facile.
hein. On balaye d'abord devant sa porte, et après, quand on a fait le ménage, eh ben, on va aller voir les autres pour donner un coup de main. Et c'est dans ce sens-là qu'il faut le faire. Vous parlez de balayer devant sa porte et de gens qui choisiraient une patente plutôt que d'un poste de salarié qui leur prendrait trop de taxes. On peut, à l'inverse, reprocher parfois à certains entrepreneurs de maintenir des gens dans une situation de patente plutôt que de les embaucher. Ça tend aussi peut-être un peu sur les gens qui ont une patente ou pas. Est-ce qu'on les vérifie et rattacher ça peut-être un peu au travail au noir? Ces employeurs qui préfèrent avoir des gens patentés dans le secteur du commerce, notamment, plutôt que de salarier des gens, qu'est-ce qu'on peut faire? Je ne me permettrai pas de juger le moindre secteur, hein, puisque au MEDEF, on en a une vingtaine, hein, et on les accompagne tous les jours. Non, le phénomène, il existe. Il existe, mais il est lié à quoi au départ? Il est lié à la complexité du Code du travail, parce que le chef d'entrepreneur, qui n'est pas un spécialiste forcément du droit social, il est toujours inquiet de la manière dont ça peut tourner, hein. Je rappelle que là-dessus, ça peut coûter extrêmement cher à une entreprise de ne pas faire les choses administrativement comme il faut, hein. Je ne parle même pas de management, je parle de réglementation du Code du travail. Donc d'abord, là, le chef d'entreprise, il est inquiet de ce qui peut lui arriver face à un salarié, parce qu'il ne sait pas forcément le faire. Premier point. Et puis deuxième, c'est les charges sociales. Pourquoi on a demandé à défiscaliser depuis le départ, à fiscaliser, pardon, une partie de la protection sociale généralisée? C'est pour baisser les charges sociales et c'est pour rendre l'emploi salarié plus attractif. C'est ça l'objectif. Donc, il faut déjà traiter ça. Mais si vous faites l'inverse, c'est-à-dire si vous rajoutez des taxes, que ce soit le salarié qui les paye comme la CST ou le chef d'entreprise, parce qu'à la fin, tout ça, ça vient du chiffre d'affaires de l'entreprise, hein. On appelle ça salarié, qu'on appelle ça, c'est le résultat du chiffre d'affaires de l'entreprise. Si on vient rajouter des taxes sur quelque chose qu'on essaye de développer, on est évidemment certain que l'effet il va aller dans le mauvais sens. Qu'est-ce qui est déterminant dans la patente? C'est la possibilité de se séparer d'un collaborateur facilement, alors que lorsque c'est un salarié, la procédure de licenciement est trop lourde, trop compliquée, ou c'est pas ça? Alors là, c'est un des aspects, mais pas seulement, parce qu'on le voit d'ailleurs, une fois qu'on a quelqu'un qui fait affaire, on fait tout pour le garder, hein. Et d'ailleurs, c'est que ce soit salarié ou que ce soit patenté. Non, la complexité du Code du travail, et c'est d'ailleurs pour ça que la modernisation du Code du travail est un chantier qu'on a démarré déjà depuis d'un an et demi avec le précédent gouvernement. J'ai eu l'occasion de présenter le chantier, ou en tout cas la méthode, puisqu'il y a des choses qui ont avancé. À l'époque, j'ai eu l'occasion de présenter à Vanilla Crolas notre méthode. Elle semble y avoir adhéré. On veut aller vers quelque chose de plus simple. Et donc, qu'est-ce qu'il faut? Le Code du travail, c'est quoi? C'est un document à un moment donné, c'est une règle du jeu qui est partagée entre le salarié et le chef d'entreprise. Il faut que tous les deux on ait la même compréhension, comme n'importe quel contrat, et à partir de ce moment-là, ça ira. Pour l'instant, c'est très compliqué. C'est très compliqué à comprendre, c'est très compliqué à traiter les contentieux, hein. En France, ils ont fait, et je ne veux surtout pas faire de copier-coller, mais en France, ils ont fait les ordonnances Macron qui ont réglé une partie du risque du chef d'entreprise, mais qui ont aussi clarifié les choses par rapport aux indemnités vis-à-vis des salariés. Donc, on veut, nous, c'est simplifier. Et on a présenté une démarche extrêmement construite sur le sujet qui, je le redis, a déjà démarré. Il faut maintenant prolonger. Un autre des sujets d'actualité qui traîne maintenant depuis quelques semaines, ce sont les élections pour un nouveau bureau, un nouveau patron à la CCISM. Avec quel regard vous voyez ces polémiques et cette attente? Je pense qu'il faut arrêter le massacre. Franchement, je crois que l'équipe actuelle de la Chambre de commerce a à peu près fait tout ce qu'il fallait pour détruire ce qui se passait autour d'elle, hein, c'est comme ça, à finir par les élections qui sont une véritable catastrophe, quoi, hein. Et donc, je pense que quand c'est comme ça, il faut arrêter. Il faut arrêter. Il faut aujourd'hui que le gouvernement, en tout cas le MEDEF, s'est prononcé sur le sujet. Il a écrit au ministre de l'économie pour lui demander de proclamer le résultat et qu'ensuite chacun prendra ses responsabilités. À savoir que si le camp adverse, hein, et donc l'équipe sortante qui a largement perdu les élections, décidait que ça ne lui va pas, ben, elle l'attaquera. Mais elle prendra ses responsabilités. Mais comme ce sont des spécialistes du contentieux, parce que ce n'est pas le premier hein, qu'ils font, et c'est sûrement pas le dernier, ben alors qu'ils attaquent et qu'ils prennent leurs responsabilités, demain ils seront jugés, en tout cas, par les chefs d'entreprise s'il fallait retourner aux élections. Mais aujourd'hui, c'est une perte de temps, c'est même une catastrophe pour la Polynésie, parce que ça va freiner aussi plein de processus en cours aujourd'hui, évidemment, le service aux entreprises, mais aussi le registre du commerce, hein, vous le savez, à quel point on est aujourd'hui planté, il faut dire les choses comme elles sont. Donc je suis très heureux que Kelly Hassine ait décidé de demander, j'allais dire,
de siffler la fin de la récréation en demandant au tribunal administratif de trancher. Il faut proclamer pardon, et le résultat des élections, et puis que ça s'arrête. Le simple fait qu'on n'arrive pas à les organiser, c'est déjà révélateur d'un problème. C'est organisé par les mecs qui ont tout intérêt à ce que ça se passe mal, quoi, et à garder le monde de gars le plus longtemps possible. C'est un truc de fou. Enfin, c'est une juridiction très particulière. Hein. Ce n'est pas la faute de l'équipe sortante. Les règles du jeu sont complexes, mais à un moment donné, il faut aussi, parce qu'on est entre chefs d'entreprise, c'est-à-dire qu'il faut être aussi un peu fair play, quoi. Hein. Et sur le registre du commerce, il y a eu des promesses du pays et de l'État il y a à peu près 6 mois de mémoire. Est-ce que ça s'est un petit peu amélioré, les délais de délivrance, ou c'est toujours très long? J'en parlais hier soir au conseiller de Gérard Darmanin. Du point de vue, en tout cas, du ressenti des entreprises, non. Pour l'instant, les délais annoncés sont toujours aussi longs. Ils ont mis des moyens. Ça, c'est inéluctable, mais on n'en ressent pas les effets. Par contre, ce que j'ai reçu comme engagement hier soir, c'est que le transfert du registre au pays, ce qui ne réglera pas tout, mais en tout cas, il y a une deadline, ce qui est déjà une très bonne chose, se fera le 1er mars prochain. On parle du registre du commerce, on se réjouit, on prend ça comme un indicateur positif, le nombre de créations d'entreprises en Polynésie, quelque chose qui paraît à tous positif. Vous parliez d'unités de mesure et d'études récemment. Est-ce qu'on peut seulement se baser sur le nombre d'entreprises qui voient le jour pour se dire que l'économie va bien, surtout quand on a des petites entreprises qui se montent et qui ne considèrent qu'à importer un nouveau produit venu d'ailleurs en Polynésie pendant quelques mois, quelques temps. Est-ce que c'est forcément une bonne nouvelle qu'il y ait de plus en plus de toutes petites structures et petites entreprises? Alors, de mon point de vue, au niveau économique, ça ne veut malheureusement pas dire grand-chose. Au niveau économique, c'est le chiffre d'affaires d'un côté et la croissance de l'emploi de l'autre. Donc ça, c'est significatif. Et sur ces deux points, le chiffre d'affaires, il est plutôt en croissance globale et grâce à nos activités touristiques. Et sur la partie emploi, on est toujours autour des 70 000 emplois à peu près salariés, mais il faut le souvenir, c'est à peu près le même niveau, c'est même le même niveau qu'on avait juste avant la crise de 2008. Quoi. Donc pour vous dire qu'on n'est pas non plus, avec le taux d'emploi que je rappelais tout à l'heure, on n'est pas non plus extrêmement gâté. Ceci dit, ce qui est la bonne nouvelle dans la création d'emplois, c'est, je dirais, plus au niveau sociétal. Pourquoi? Parce que ça veut dire qu'il y a des jeunes, parce que ce sont des jeunes qui ont envie de prendre leur destin en main. Et je préfère ça que d'entendre, parce que c'est aussi le cas, qu'on a de plus en plus de candidats au concours de la fonction publique. Donc ça veut dire quoi? On est une société, la polynésienne, qui pour de notre ressenti, de mon ressenti, est plutôt une société d'entrepreneurs, et j'en découvre tous les ans, tous les jours, pardon, et bien plus encore. Et donc c'est ça qu'il faut saluer. Donc c'est une bonne chose, mais pour que ces entreprises puissent se développer, il faut absolument, non seulement, ça a commencé à être fait par le gouvernement, simplifier les choses, ils viennent de le faire récemment, et c'est pas terminé, mais aussi créer des cadres qui permettent de se développer. Et un des cadres sur lequel je ne devrais pas me battre, mais sur lequel je me bats maintenant depuis plus de 2 ans, c'est les sociétés d'insertion sociale par l'activité, qui est un projet qu'on avait déjà lancé il y a quasiment 200, qu'il faut aujourd'hui concrétiser. C'est quelque chose qui va permettre aussi de donner un cadre à des jeunes entrepreneurs pour aller attirer, ou en tout cas accompagner des jeunes et des moins jeunes qui sont trop éloignés de l'emploi pour venir effectivement prendre d'emploi dans leur nouvelle organisation, dans des secteurs très précis qui sont l'environnement bien sûr, mais aussi l'aide à la personne et l'économie circulaire par exemple. Donc des secteurs qui ont été identifiés la participation du MEDEF, qui ne sont pas concurrentiels des activités existantes, mais qui permettent à tous ces jeunes, aidés par le pays, de pouvoir créer des sociétés et de ramener là, toujours avec le même objectif, des gens au plus près de l'emploi. Quelle est la position du MEDEF vis-à-vis des démarches politiques visant à protéger l'emploi local? Est-ce que les dispositifs qui sont évoqués vous paraissent adaptés? Est-ce qu'il y a une vraie nécessité de protéger l'emploi local? J'ai vu une parution, me semble-t-il, du MEDEF qui expliquait finalement, chiffre à l'appui, qu'en règle générale, priorité était toujours donnée aux candidats locaux. Alors, on a participé récemment avec la nouvelle équipe gouvernementale au comité technique de l'emploi local, donc qui permet de proposer et de suivre les dispositions de protection. Qu'est-ce qui s'avère? Alors, le véritable intérêt déjà de ces commissions aujourd'hui, c'est de mesurer. On est toujours sur le même sujet, de quoi on parle. Et il s'avère effectivement que globalement, la grande majorité des emplois qui sont créés, alors il faut voir que ça tourne, parce que ça peut être la même personne qui a plusieurs emplois dans l'année. Donc on parle de dizaines de milliers, alors que la création nette d'emplois, c'est des milliers. Donc
Tout ça, en tout cas, ça donne une lecture de ces flux. Ça montre quand même que chaque fois que c'est possible, les entreprises locales, évidemment, embauchent des gens en local. Et ça montre aussi que malheureusement, elles n'y arrivent pas toujours. Puisque le vrai paramètre, alors vous l'avez dit, c'est quelques pourcents qui n'ont pas d'ancienneté supérieure à 3 ans sur le territoire. C'est ça la mesure la plus petite. Mais qu'est-ce qu'on voit surtout, c'est qu'il y a des constats de carence faits par le CEFI, donc, qui sont extrêmement importants. C'est-à-dire, comme les employeurs déposent un dossier, une demande, quand il n'arrive pas à trouver un local, il est obligé d'obtenir l'autorisation du CEFI d'embaucher ailleurs. Et ce chiffre-là est énorme, puisqu'on a bien plus de la moitié sur certains postes, dès qu'on monte un peu en qualification, qui ne sont pas pourvus. Donc il y a des constats de carence très importants, et c'est là où il faut travailler. C'est-à-dire, de ces éléments-là, regarder quelles sont les filières qu'on peut développer localement, parce qu'il y a quand même un certain nombre d'organismes de formation, hein, y compris de l'éducation nationale, bien sûr. Donc c'est là qu'il faut travailler. En fait, il faut plus regarder cette loi aujourd'hui comme le point de départ de l'Observatoire de l'emploi, qu'on demande depuis longtemps, d'ailleurs, dans lequel le MEDEF, enfin les entreprises ne participent même pas, ce qui me paraît une aberration, quoi. Mais bon, j'espère que le gouvernement va y remédier. En tout cas, il faut le regarder comme un poste d'observatoire, d'observation, qui va permettre de déterminer les filières de formation, hein, et puis surtout, voilà, de trouver ou d'anticiper les postes de demain dont la Polynésie aura besoin, que ce soit dans le domaine des nouvelles technologies, que ce soit dans le domaine de la finance, hein, tout simplement de la comptabilité, mais aussi, bien sûr, du BTP, puisqu'on espère que certains projets finiront par démarrer. Donc tout ça, c'est de la prospective, et ça peut se faire effectivement à partir d'un observatoire et des données qu'on obtient aujourd'hui. Alors on parle du gouvernement qui va bientôt atteindre les 100 jours d'exercice, période à laquelle un premier bilan symbolique va être fait par le président Brotherson. Vous-même, vous percevez comment ces 3 premiers mois de gouvernement Moetai Brotherson? Alors, faire un bilan 100 jours, enfin, nous, en tout cas, le MEDEF ne l'a pas demandé, quoi. 100 jours, ça me paraît extrêmement court. Donc, je pense qu'il y a une forme de bilan moral qui va forcément être intéressant, puisqu'on aura à écouter et à réagir. Mais ça ne peut pas être un bilan économique et social, quoi, hein. Rien ne peut se construire en 3 mois. Moi, ce que j'attends, aujourd'hui, en tout cas ce que le MEDEF attend, c'est que par rapport, je redis, aux 4 axes qui ont été fixés par le gouvernement actuel, c'est de savoir quel plan d'action, c'est-à-dire de quelle manière il va décliner des mesures qui permettent de développer, tripler par 3 la flèche, le tourisme pareil, la transition énergétique, on en a parlé. Et c'est ça qu'on attend. C'est quelles sont les propositions, ou en tout cas, quelles sont les mesures qu'ils prennent pour y arriver. Ma petite inquiétude du moment, puisqu'on les rencontre quand même régulièrement, c'est que s'ils veulent aller aussi loin et aussi vite, quand je dis aussi vite, le bilan il sera plutôt fait dans 5 ans que 100 jours, il va falloir démultiplier les moyens et surtout, sur certains sujets, puisqu'ils ont fixé des objectifs plus importants que le précédent gouvernement, surtout sur certains sujets, ne pas faire la même chose qu'ils ont fait les autres, quoi. Parce que je prends, sans rentrer dans le détail, le sujet de la transition énergétique. Je connais les ambitions du président du pays. Et d'un autre côté, j'entends qu'on va tout faire pareil que ce qui se faisait avant. Sachant de là où on part, c'est sûr que ça ne va pas suffire. Et ce n'est pas 5 ans qu'il faudra, là, c'est 50 ans. Donc je pense que sur le plan d'action, qui sont forcément en train de construire aujourd'hui, il y a beaucoup à dire. Et c'est ça que le MEDEF, en tout cas, a envie d'entendre le 23, hein, a priori. C'est qu'est-ce qu'on a l'intention de faire demain qui soit différent de ce qui se faisait avant pour aller plus vite et plus loin sur les 4 axes qui ont été fixés par le président. Frédéric Doc, le président du MEDEF Polynésie, était avec nous pour retour sur l'actu. Merci beaucoup Frédéric d'avoir participé à ce rendez-vous. Une dernière petite interrogation. On a beaucoup les crises s'enchaînent. On repart du Covid et puis l'Ukraine et puis on a l'impression que les patrons parlent de crise depuis de nombreuses années et qu'elles s'enchaînent sans que ça s'arrête jamais. À propos de ces crises, on a des commissions d'enquête. Je parle du Covid. On parle beaucoup
d'enquête sur le côté sanitaire de cette gestion du Covid. Et j'ai l'impression qu'on ne parle plus beaucoup de la gestion économique de cette crise Covid, notamment avec les PGE. Est-ce que vous avez des chiffres, des retours sur la manière dont ces PGE sont remboursés ou non remboursés? Et si il va toujours y avoir, quelques années après, 2-3 ans après ce Covid, des entreprises en difficulté à cause de ce qui a été mis en place à l'époque? Alors, on a été interrogé par l'Assemblée de la Polynésie sur nos observations et des conséquences du Covid. Sur l'aspect financier, aujourd'hui, ça n'apparaît pas. C'est-à-dire, alors on regarde bien sûr ce qui se passe en métropole parce qu'il y a toujours un léger décalage. Mais pour l'instant, les difficultés des entreprises ont plutôt été plus faibles que ce qu'elles étaient avant. C'est d'ailleurs assez surprenant. Pour le PGE, ça se passe plutôt bien. Ils ont été prolongés? Ils ont été. Alors, non, seules les entreprises vraiment en difficulté ont eu la possibilité de le faire. C'est du cas par cas. Et c'est du cas par cas. C'était surtout un décalage de 2 ans et un remboursement en 4 ans. Certains n'ont pas attendu et ont même remboursé plus vite que prévu. Heureusement d'ailleurs, c'était l'objectif. Donc, sur l'aspect économique, ça s'est plutôt bien passé. Nous, ce qui nous inquiète un peu plus, c'est si ça se repassait demain, est-ce qu'on ferait les mêmes erreurs? Et là, même si ce n'est pas, j'allais dire, de notre responsabilité, l'aspect sanitaire est important. C'est-à-dire les mesures à prendre, elles ne sont pas que sanitaires, mais elles le sont quand même. On a vu dans les magasins, on a vu dans le BTP à quelle vitesse, ou plutôt manque de vitesse, on a mis des mesures de protection des salariés. Alors qu'il y avait quelque part des choses qui avaient été travaillées ailleurs. Donc je pense que là, ce qui est important, c'est d'imaginer demain, un peu comme ça se fait en cybersécurité, quoi, c'est-à-dire de faire des crash tests, de dire si demain on se retrouvait dans la même situation, qu'est-ce qu'on ferait, et en tout cas qu'est-ce qu'on tirait des mesures qui ont été plus ou moins bien menées la dernière fois. Ça me paraît important. Je précise d'ailleurs pour dire qu'un des sujets, parce qu'on n'a pas parlé des JO, puisqu'on est un peu dans la question du risque, puisque c'est de ça qu'on parle. Un des sujets qui me paraît très important aussi, c'est la sécurité des JO. Donc, j'en ai parlé hier aussi avec le conseiller sur mon conduit du ministre. Bon, vous avez entendu qu'ils ont mis des moyens humains, enfin ils vont mettre des moyens humains importants pour que ça se passe bien, mais aussi le sujet, et le MEDEF est extrêmement impliqué là-dedans, de la cybersécurité. Il faut le savoir qu'on a interpellé le pays sur ce point, puisqu'on est très inquiet de la vulnérabilité d'une manière générale de la Polynésie à partir du moment où elle sera sous les projecteurs des Jeux Olympiques. Et à cet effet, et dans ce but d'ailleurs, le MEDEF organise début septembre, le 7 septembre et exactement puis le 11, 2 matinales autour de la cybersécurité, entre autres, pour accompagner, en tout cas prévenir nos entreprises polynésiennes qui vont se retrouver au milieu de cette... risque sous-estimé du monde de l'entreprise. Oui, complètement. Et donc, on accompagne, nous, nos entreprises sur le sujet. Et en tout cas, on essaie d'anticiper qu'est-ce qui peut se passer dans les mois qui viennent. Frédéric Doc, président du MEDEF, merci d'avoir été avec nous. Vous avez peut-être, pour conclure, quelques priorités. On parlait des 100 jours de Moetai Brotherson. Entre le 100 et le 200e jour, qu'est-ce qu'il faut faire tout de suite, vite? Ce qu'il faut faire, c'est clair. C'est-à-dire, nous, on a fait le plan. Il s'appelle le livre blanc du MEDEF. Moi, j'attends de voir le livre blanc du gouvernement, et donc dans lequel on a des fiches et donc des déclinaisons, encore une fois, de la politique qu'ils nous ont annoncée. Mais en tout cas, ça ne pourra pas et pas être imaginable que ça se résume à une augmentation de la CST, quoi. Oui, il manque des choses. Merci beaucoup, Frédéric Doc, d'avoir été avec nous. Merci Damien, rédacteur en chef de la Dépêche de Tahiti. Retour sur l'actu désormais une fois par semaine. Émission disponible sur la page Dépêche, sur la page YouTube de la Dépêche. Et puis également sur le site, bien sûr, de la Dépêche de Tahiti. La semaine prochaine, nous serons avec Thématei Legayi, le député Tavini, logiquement. Merci d'avoir été avec nous. À très bientôt. Merci Frédéric. Merci.